Mes amis, cela fait presque 2 mois que je ne vous ai pas parlé. Je voulais simplement vous dire que je suis là. Je vais bien, doucement. J'ai eu besoin de silence, de repos, de matins tranquilles avec mon café et mes géraniums. Karim est passé prendre le thé, Thomas est venu le dimanche, Sophia m'a appelé comme toujours. La vie continue, lentement, simplement. Je reviens bientôt avec de nouvelles histoires à vous raconter. Merci d'être resté là. Je vous embrasse. Pendant 23 ans, Michel rentrait du travail chaque vendredi avec 1 heure de retard. Pas 2 heures, pas 30 minutes, 1 heure précisément, comme si quelqu'un avait réglé une horloge. Il posait son manteau sur le crochet près de la porte, embrassait les enfants, s'asseyait à table et ne disait rien de particulier sur cette heure-là. Et moi, pendant 23 ans, je n'ai jamais posé la question. Je pensais que je savais pourquoi. Je me trompais. Ce que j'ai trouvé après sa mort, 7 ans après sa mort, dans une boîte en fer que je n'avais jamais ouverte, a changé la façon dont je comprends les 23 premières années de notre mariage. Pas en mal, c'est ce qui est difficile à expliquer. Pas en mal, mais autrement. Comme quand on regarde longtemps une photo floue et qu'un jour elle devient nette et qu'on réalise que ce qu'on croyait voir n'était pas faux, c'était simplement incomplet. Je ne te le dis pas encore. D'abord, je dois te raconter qui était Michel, qui je croyais qu'il était, parce que ce que j'ai trouvé n'a de sens que si tu comprends d'abord ce que représentaient ces 23 vendredis pour moi. Je m'appelle Hélène, j'ai 79 ans. J'ai été enseignante pendant 35 ans. J'ai élevé 2 enfants, tenu une maison, arrosé mes géraniums, survécu à des choses que je ne pensais pas pouvoir survivre. Mais cette histoire-là, je ne l'ai racontée à personne, pas à Thomas, pas à Karim, pas à Agnès, pas à ma petite fille Sophia qui m'appelle chaque dimanche et à qui je dis toujours la vérité ou presque, pas encore. Ce soir, je te la raconte à toi, parce qu'à 79 ans, certaines choses ont besoin de sortir, pas pour faire du mal, pour devenir ce qu'elles sont vraiment, de la lumière, pas du secret. Michel était un homme qui n'expliquait pas beaucoup. Ce n'était pas de la froideur, ce n'était pas de la distance, c'était sa façon d'être. Il aimait avec des gestes, pas avec des mots. Il rentrait et déposait sur la table de la cuisine exactement ce dont j'avais besoin, sans que je lui aie rien demandé. Un citron quand j'avais mal à la gorge. Le journal qu'il avait plié sur la page de l'article qu'il savait que je voudrais lire. Une fois, après une journée particulièrement difficile à l'école, une classe de CM2 qui m'avait épuisé jusqu'aux os. Il avait simplement allumé la lampe du salon, posé mon livre ouvert à la bonne page sur le fauteuil et préparé du thé sans rien dire. Voilà ce qu'il était. Pas quelqu'un qui parlait, quelqu'un qui voyait. Pendant 46 ans de mariage, j'ai vu cet homme tous les jours, sauf les quelques fois où il se déplaçait pour le travail et les séjours à l'hôpital vers la fin. 46 ans. Je connaissais la façon dont il respirait avant de s'endormir. Je connaissais l'ordre exact dans lequel il pliait son journal avant de le poser. Je connaissais ses silences et ce qu'il voulait dire, chacun d'eux, le silence de la fatigue, le silence de la réflexion, le silence du contentement. Je l'avais lu pendant presque un demi-siècle comme on lit un livre qu'on aime tant qu'on finit par le connaître par cœur. Et pourtant, ces vendredis avec leur heure manquante. Au début de notre mariage, j'avais supposé le travail, des collègues, un verre pris en route. Je n'avais pas demandé parce qu'il n'y avait pas de raison de demander. Michel n'était pas quelqu'un qui disparaissait. Il était là, profondément là, dans tout ce qui comptait. Alors 1 heure le vendredi n'avait pas de poids. Les années ont passé. L'habitude est devenue invisible. Il y a des choses qu'on ne questionne plus non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles sont devenues du décor. 1 heure le vendredi était devenue du décor. Michel est mort en mars. Un matin de mars, dans notre lit, à 73 ans. Le médecin a dit que c'était le cœur, que ça avait été rapide, que probablement il n'avait pas eu le temps de comprendre ce qui arrivait.
Moi j'étais dans la pièce à côté. Je faisais du café. Je ne savais pas que le monde était en train de finir de l'autre côté du mur. Ce sont les premières années, après la mort de Michel, qui m'ont appris à distinguer le silence habité du silence vide. Avant lui, je pensais que le silence était neutre. Après lui, j'ai compris qu'il y a le silence qui respire et le silence qui ne respire pas. Son absence avait une texture particulière, une façon d'occuper l'espace différemment de sa présence, comme si les pièces avaient légèrement changé de dimension sans que rien n'ait bougé. Je me reconstruisais lentement, mes plantes sur le balcon, mes routines, le café le matin face au géranium avant que le quartier se réveille, le mercredi avec Karim, mon voisin du dessous, qui prenait le thé chez moi depuis qu'on avait monté cette étagère ensemble et découvert qu'on avait les mêmes façons de regarder les choses en silence. Petit à petit, j'avais trouvé un rythme, pas le même rythme qu'avant, autre chose, plus lent, plus attentif, plus mien. La boîte en fer, je l'avais vue des centaines de fois. Elle était dans le haut du placard de l'entrée, derrière les valises, derrière les cartons de photos, dans l'angle du fond où la lumière n'arrive pas. Une boîte métallique rectangulaire, le genre qui servait autrefois aux biscuits, avec un motif floral effacé sur le couvercle et une légère trace de rouille sur le bord gauche. Je l'avais vue et je n'avais rien ressenti de particulier. C'est 7 ans après la mort de Michel que je l'ai finalement ouverte. 7 ans. Je ne cherchais rien de précis ce jour-là. Thomas m'avait aidé à déplacer les valises pour en sortir une dont j'avais besoin pour un voyage chez ma sœur, et en remettant tout en place, j'avais pris la boîte dans les mains presque par hasard. Elle était fermée avec un simple loquet métallique, pas un cadenas, juste un loquet. Elle n'avait jamais été verrouillée. Je l'avais simplement laissée fermer pendant 7 ans sans y penser. Je l'ai ouverte dans l'entrée, debout, avec mon manteau encore sur les épaules. À l'intérieur, il y avait des enveloppes, une vingtaine d'enveloppes soigneusement rangées dans l'ordre chronologique, les plus anciennes en dessous, les plus récentes au-dessus, toutes ouvertes. Et sous les enveloppes, plat contre le fond métallique, un carnet à spirale avec une couverture bleue, le genre qu'on utilisait pour noter les courses ou les numéros de téléphone. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était l'écriture de Michel sur les enveloppes. Je me suis assise par terre dans l'entrée, avec mon manteau et mes chaussures encore aux pieds, pas sur une chaise. Par terre, le dos contre le mur, comme si mes jambes avaient décidé pour moi. Les enveloppes étaient adressées à Michel, à notre adresse, avec des timbres de différentes époques. Les cachets de la poste allaient de 1987 à 2003, 16 ans de courrier. Toutes envoyées par la même personne, un prénom et une initiale dans le coin gauche de chaque enveloppe. Gabriel M. Je ne connaissais aucun Gabriel dans la vie de Michel. Je pris la première lettre, la plus ancienne. La date inscrite en haut à droite était le 14 septembre 1987. Thomas avait 6 ans à l'époque. Notre fille aînée, Valérie, en avait 10. Michel travaillait encore à l'usine avant la promotion, avant les années difficiles avec son dos. La lettre était courte. 2 pages manuscrites, une écriture jeune encore un peu maladroite, les lettres inégales avec des corrections au stylo. Pas une écriture d'adulte qui sait déjà comment il écrit, une écriture de quelqu'un qui apprend encore. Je la lus 2 fois avant de comprendre ce que je lisais. Gabriel écrivait à Michel pour le remercier. Il le remerciait d'une façon qui n'était pas celle d'un collègue ou d'un ami. Il le remerciait pour tout ce que vous faites depuis le début, avec ce vouvoiement formel qui créait une distance étrange dans une lettre aussi intime. Il mentionnait les vendredis comme une chose entendue entre eux, comme une chose qui n'avait pas besoin d'explication parce que Michel savait exactement de quel vendredi il s'agissait. À la fin de la première lettre, il écrivait une phrase que je lus 3 fois avant de continuer. Il écrivait «
Je sais que vous ne me demandez rien en retour, et c'est précisément pour ça que je ne peux pas m'arrêter de vous en être reconnaissant. Je lus toutes les lettres dans l'ordre. Il me fallut 2 heures assise par terre dans cette entrée, le dos contre le mur, le manteau qui commençait à me peser sur les épaules, mais que je n'enlevais pas. Gabriel Moreau avait 17 ans quand la première lettre avait été écrite. Il vivait dans notre quartier, pas loin, dans l'immeuble au bout de la rue que je longeais chaque matin pour aller à l'école. Sa mère était seule depuis que son père était parti quand Gabriel avait 9 ans. Elle travaillait en horaire décalé. Gabriel rentrait de l'école dans un appartement vide la plupart des soirs. Michel l'avait rencontré par hasard un vendredi dans la cage d'escalier de l'immeuble. Le garçon était assis dans les marches, avec un devoir de mathématiques qu'il n'arrivait pas à faire, et personne pour l'aider. Michel s'était assis à côté de lui. 1 heure plus tard, il était rentré à la maison. 1 heure de retard. Le premier vendredi. Les lettres racontaient 19 ans. 19 ans de vendredi pendant lesquels Michel s'était arrêté dans cet immeuble au bout de la rue. D'abord pour aider Gabriel avec ses devoirs. Puis, quand Gabriel avait terminé le lycée, pour autre chose, pour parler, pour déjeuner parfois dans un café du quartier, pour être simplement là d'une façon que le garçon n'avait pas eue souvent. Gabriel n'était pas le fils de Michel. Il n'y avait aucun lien de sang, aucune obligation, aucune raison officielle de continuer pendant 19 ans. Seulement ces vendredis, seulement 7 heures. Dans les dernières lettres, Gabriel avait 36 ans. Il était marié. Il avait un poste dans une société d'informatique à Lyon. Il avait un fils de 2 ans qui s'appelait Théo. Il écrivait à Michel comme on écrit à quelqu'un qui a contribué à faire de vous ce que vous êtes, avec cette gratitude précise et enracinée qu'on ne ressent pas envers les gens qu'on connaît peu. La dernière lettre était datée de 2003, l'année où nous avions déménagé dans cet appartement, l'année où Michel avait peut-être dit à Gabriel que le contact serait différent maintenant. Ou peut-être que Gabriel avait simplement arrêté d'écrire. Je ne savais pas. Ce que je savais, c'est que les lettres s'arrêtaient en 2003 et que Michel était mort en mars sans jamais m'en avoir parlé. J'ouvris le carnet bleu. Michel n'écrivait pas beaucoup. Ce n'était pas un homme de carnet ou de journaux intimes. Voir son écriture sur plusieurs pages était en soi quelque chose d'inhabituel. Le carnet était écrit d'un seul tenant, pas comme un journal, pas avec des dates séparées. Plutôt comme une lettre longue et unique, commencée à un moment et poursuivie à des moments différents, mais sans rupture visible. Il avait écrit pour moi. Il avait écrit Hélène en haut de la première page, juste mon prénom, sans formule de politesse, parce que ce n'était pas nécessaire entre nous. Il expliquait Gabriel. Il expliquait les vendredis. Il expliquait pourquoi il n'en avait jamais parlé, non pas par honte, précisait-il, mais par une pudeur qu'il n'arrivait pas tout à fait à justifier lui-même. Il écrivait que certaines choses lui semblaient trop fragiles pour être nommées, que nommer Gabriel aurait changé quelque chose, lui aurait donné un statut différent, l'aurait fait entrer dans une case, alors que ce que Michel voulait préserver, c'était précisément l'absence de case. Il écrivait « Ce n'était pas un fils, ce n'était pas un élève, ce n'était pas un ami au sens habituel, c'était un vendredi, et un vendredi suffit parfois pour changer la direction dans laquelle quelqu'un marche. » Puis il écrivait quelque chose qui me fit poser le carnet sur mes genoux et regarder le mur devant moi sans rien voir pendant plusieurs minutes. Il écrivait « Je ne t'en ai jamais parlé parce que tu n'aurais pas eu besoin que je t'en parle. Tu l'aurais simplement compris. Et cette certitude-là, cette certitude que tu aurais compris sans que j'explique, c'est peut-être la chose que j'ai aimée le plus en toi pendant toutes ces années. Hélène, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé la boîte. Tu aurais pu l'ouvrir n'importe quand, tu ne l'as pas fait. Tu m'as fait confiance de cette façon que tu as, silencieuse et absolue. Maintenant que tu sais, je voudrais que tu saches autre chose. Gabriel a un fils. Le fils s'appelle Théo.
Et si un jour tu te demandes pourquoi j'avais l'air si heureux le vendredi soir, c'est parce que certains vendredis, pendant que tu préparais le dîner, je revenais d'un endroit où j'avais été utile d'une façon qui n'avait pas de nom. Il n'y a pas de plus grande joie que ça. Je suis restée assise dans l'entrée jusqu'à ce que la lumière change. Je ne sais pas combien de temps exactement. La lumière du couloir était restée allumée, cette lumière blanche et un peu froide, et à un moment j'ai réalisé qu'à travers la fenêtre du salon, j'apercevais les premières nuances de la nuit qui arrive. Je n'avais pas pleuré. Je ne peux pas expliquer pourquoi je n'avais pas pleuré. Ce n'était pas de la froideur. C'était quelque chose d'autre, une espèce d'immobilité intérieure qui ressemble au moment juste avant une compréhension, quand tout le reste s'arrête pour faire de la place à ce qui arrive. Ce que je comprenais était ceci. Michel n'avait pas eu de secret pour me cacher quelque chose. Michel avait eu un secret, parce qu'il y a des choses qu'on porte seul, non pas par peur du regard de l'autre, mais par une pudeur envers soi-même, envers la chose elle-même, comme si la nommer à voix haute risquait de la rendre moins réelle ou moins pure ou simplement différente de ce qu'elle était dans le silence. Et il m'avait fait confiance pour trouver la boîte. Il l'avait laissée fermée mais pas verrouillée. Il l'avait laissée là, dans le haut du placard, fermée avec un simple loquet, en sachant que je finirais par l'ouvrir. 3 semaines après, j'en parlais à Karim. Un mercredi après-midi, autour du thé, comme d'habitude. Les 2 tasses sur la table basse, la lumière de l'automne qui entrait par la fenêtre du balcon, les géraniums encore là dans leur têtue façon d'exister jusqu'en novembre. Je lui racontais tout. La boîte, Gabriel, les lettres, le carnet, Michel et ses vendredis. Karim m'écouta sans m'interrompre une seule fois. C'est l'une des choses que j'aime chez lui. Il sait écouter de cette façon complète où l'autre sent qu'il est vraiment là, pas en train de préparer sa réponse, pas en train de chercher quoi dire, juste là. Quand j'eus fini, il resta silencieux un moment, puis il dit « Hélène, est-ce que tu as cherché Gabriel ?» Je le regardais. « Non, je dis. »« Pas encore. Pourquoi ?» Je réfléchis, puis je dis la vérité, parce que je ne savais pas si c'était mon histoire à chercher. C'était la sienne. C'était celle de Michel et de Gabriel. Moi, j'étais dehors. Karim hocha la tête lentement, puis il dit « Tu n'étais pas dehors. Il t'a écrit le carnet. Il t'a laissé la clé ouverte. Il t'a mise à l'intérieur depuis le début. Il attendait juste que tu sois prête à entrer. » Je n'avais pas de réponse à ça, mais quelque chose changea légèrement ce soir-là dans la façon dont je tenais cette histoire. J'appelai Thomas le lendemain. Je ne lui dis pas tout. Je lui posais des questions comme on pose des questions quand on cherche à vérifier quelque chose, sans expliquer ce qu'on cherche. Je lui demandais s'il se souvenait d'un vendredi en particulier quand il était enfant, d'une heure de retard de son père. Il y eut un silence. Puis Thomas dit « Papa rentrait toujours à 19h le vendredi, sauf quand il rentrait à 20h. Oui, je me souviens. On attendait pour manger. Tu savais pourquoi? Non, je n'avais jamais demandé. Papa était papa. Il rentrait, c'était suffisant. Je lui dis que j'avais trouvé quelque chose dans le placard. Je lui dis qu'il y avait une histoire que je voulais lui raconter en personne, le dimanche suivant. Il vint avec sa femme. Je leur servis du café et un gratin que j'avais préparé la veille. Je leur racontais Gabriel. Je leur montrai le carnet. Thomas lut la lettre de son père sans rien dire. Quand il releva les yeux, ils étaient brillants. « Il n'a jamais parlé de ça, dit-il. »« Non, je dis. C'est pour ça que ça dure encore. » Je trouvai Gabriel 6 semaines plus tard, pas en cherchant très loin, une recherche simple avec son nom et le quartier, un profil sur un réseau professionnel, une société d'informatique à Lyon comme dans les lettres, une photo d'un homme de 56 ans aux cheveux gris, l'air sérieux sur la photo, mais avec quelque chose dans les yeux que je ne sus pas tout de suite définir. Je le regardais longtemps. Je cherchais Michel dans son visage. Il n'y était pas, bien sûr. Gabriel n'était pas le fils de Michel.
mais il y avait quelque chose quand même, dans la façon dont il regardait l'objectif, une certaine solidité, comme quelqu'un qui a appris à tenir debout et qui le sait. Je mis 3 semaines à décider. Puis j'écrivis un message court, le genre qu'on écrit quand on ne sait pas encore comment l'autre va recevoir ce qu'on dit. Je lui dis qui j'étais. Je lui dis que j'avais trouvé ses lettres. Je lui dis que Michel était mort il y a 7 ans et que si un jour il voulait parler, je serais là. Je n'attendais pas de réponse immédiate. Il répondit le soir même. La réponse de Gabriel était longue. Il avait appris la mort de Michel plusieurs années après, par hasard, en passant dans le quartier et en s'arrêtant devant notre ancien immeuble, en demandant à un voisin s'il savait. Il avait été secoué, mais il n'y avait personne à qui en parler. Michel était un secret que Gabriel n'avait pas partagé non plus, de son côté. Il écrivait « Votre mari a changé la trajectoire de ma vie à un moment où je ne savais pas encore que j'en avais une. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéralement ce qui s'est passé. J'avais 17 ans et je croyais que les gens comme lui n'existaient pas vraiment, qu'ils existaient dans les livres, mais pas dans les cages d'escalier. Il m'a prouvé que j'avais tort. » Il ajoutait « J'ai un fils de 22 ans qui s'appelle Théo. Il sait l'histoire. Pas les détails, mais l'essentiel. Il sait qu'il y avait un homme qui s'arrêtait le vendredi et que cet homme a compté. Je lui dis souvent « Cherche les gens qui s'arrêtent. Ce sont eux qui changent les choses. » Je lus ce message assis dans mon fauteuil le soir, avec la lampe allumée et les géraniums visibles depuis l'intérieur, parce que la lumière du salon se reflétait dans la vitre du balcon. Je pensais à Michel. Je pensais à la façon dont il posait les choses sur la table sans les expliquer. Le citron quand j'avais mal à la gorge. Le journal plié à la bonne page. L'heure du vendredi qu'il ne m'avait jamais expliqué parce qu'il savait que je n'avais pas besoin qu'il l'explique. Cherche les gens qui s'arrêtent. Je rencontrai Gabriel au printemps, dans un café, pas loin d'ici, un café tranquille avec des tables dehors et une patronne qui connaît mes habitudes et me laisse rester longtemps sans me regarder. Il était comme sur la photo, cheveux gris, l'air sérieux, mais avec cette chaleur dans les yeux que je n'avais pas réussi à voir sur l'écran. Il se leva quand il me vit entrer, comme on se lève pour quelqu'un qu'on attendait depuis longtemps. On s'assit, on commanda du café, puis on parla pendant 2 heures et demie. Il me raconta Michel de l'autre côté, de son côté à lui, des choses que je ne savais pas, des détails que Michel n'avait jamais mentionnés, des conversations dont je n'avais aucune idée. Et par moments, en écoutant Gabriel décrire mon mari, j'avais le sentiment étrange de le rencontrer à nouveau sous un angle que je n'avais jamais vu, d'ajouter une couche à quelqu'un que je croyais connaître dans toutes ses épaisseurs. À un moment, Gabriel dit « Il parlait de vous, vous savez, souvent. Il disait que vous étiez la personne la plus intelligente qu'il connaissait et la seule avec qui il pouvait être silencieux sans que ça coûte rien. » Je ne dis rien pendant quelques secondes, puis je dis « Il avait raison sur le silence. » Gabriel sourit. C'était le sourire de quelqu'un qui a grandi depuis l'endroit d'où il est parti et qui le sait. La boîte en fer est encore sur l'étagère de l'entrée. Je ne l'ai pas remise dans le placard. Je l'ai posée en bas, visible, à hauteur des yeux, avec le carnet à l'intérieur et les lettres rangées dans leur ordre. Parfois, quand je passe dans l'entrée le matin pour aller sur mon balcon, je la regarde. Je pense à ce que Michel a écrit, à la façon dont il a dit que nommer certaines choses risquait de les changer, à la façon dont il m'a laissé la clé ouverte. Je pense à Gabriel et à Théo et à cette chaîne invisible qui part d'un vendredi dans une cage d'escalier et arrive jusqu'à un fils de 22 ans à qui son père dit « Cherche les gens qui s'arrêtent ». Karim m'a demandé un mercredi ce que j'avais appris de tout ça. J'ai réfléchi un moment avant de répondre, puis j'ai dit « J'ai appris que les gens qu'on aime ont des profondeurs qu'on n'atteint jamais complètement et que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils sont vrais. Ça veut dire qu'ils étaient plus grands que l'image qu'on en avait. Et si tu aimes quelqu'un assez profond,
Même après sa mort, il a encore des choses à te dire. » Karim a hoché la tête. Il a dit « Michel devait être quelqu'un de bien. » J'ai dit « Il l'était. Et maintenant je le sais encore mieux qu'avant. J'ai 79 ans. J'ai cru pendant 46 ans connaître l'homme que j'aimais dans toutes ses dimensions. J'avais tort, pas de la façon dont on a tort quand on a été trompé, de la façon dont on a tort quand la réalité est plus généreuse que ce qu'on en pensait. Il y a des secrets qui cachent des blessures. Il y a des secrets qui cachent des hontesses. Et il y a des secrets qui cachent des choses trop délicates pour tenir dans les mots quotidiens, des choses qui n'ont pas de case, des choses qui s'appellent simplement un vendredi et qui changent la direction dans laquelle quelqu'un marche. Michel avait ce genre de secret, et il m'avait laissé la clé, ouverte, dans un simple loquet. Il savait que je finirais par l'ouvrir. Il connaissait mieux que moi le moment où je serais prête.